Minasan konnichiwa. Bienvenue dans la salle d'attente de FF7R3, le troisième et dernier chapitre de la retrilogie de FF7. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Bon, ça suffit les vidéos rigolotes parsemées de blagues à la con, hein. Nous, on veut du drame, des larmes, on veut souffrir, merde. Ok, tiens mon canyon Cosmo, j'ai ce qu'il vous faut. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la mort d'Aerys. Pour rappel... Non, sérieux, je vais vous faire l'affront de vous rappeler qui est Aerys. Bon. Alors Aerys, c'est une fille. Et elle vend des fleurs. Elle aime bien squatter dans les églises abandonnées, genre elle est trop dark quoi. Et elle aime faire genre elle prie n'importe quand, genre elle est trop connectée quoi. Et elle est trop belle et elle est super gentille aussi. Elle a toujours le sourire. Elle aide tous les gens autour d'elle. Elle est rigolote, mais genre elle rend les gens heureux quoi. Et elle est genre un peu innocente, mais trop pure quoi. Mais elle a du caractère aussi, hein. Et elle sait ce qu'elle veut. Elle a peur de rien. Elle est courageuse. Vraiment, mais tout le monde l'adore, quoi. Et surtout, elle est morte. Attends, t'as pas un couteau pour que je le remue un peu dans la plaie, là ? Si, vas-y, tiens. Si, mère. Je disais... Elle est morte. Et pas genre la mort, on s'en fout, hein. Non, la mort, quoi. La mort qui a traumatisé des générations de joueurs, encore plus que la mort de la mère de Bambi. Abuse pas non plus, hein. La mort qui est genre numéro 1 des tops de la mort, que si tu parles de la mort, tu parles d'Aerys, quoi. Et du coup, c'est de ça qu'on va parler. Donc dans FF7, Aerys, elle meurt. Mais ça, tu le sais. Non, ce sur quoi on va se pencher dans un premier temps, c'est pourquoi c'est The Mort top tier de la mort dans les jeux vidéo. Parce que c'était pas la première fois qu'un personnage, y compris un personnage jouable, meurt dans un Final Fantasy. Mais jamais une mort n'avait autant marqué les esprits avant, et très peu long, Presque. autant marqué après. Premier élément, c'est une vraie mort. C'est pas une mort genre oh non, je suis mort, mais je reviens quand même à la fin. Pas comme dans FF4, quoi. Deuxième élément, Aerys était un personnage auquel on avait eu le temps et l'occasion de s'attacher. Pas comme dans FF2, quoi. La première partie du jeu était gaulée pour que tu passes un maximum de temps avec Aerys. De par son gameplay, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, mais aussi par les différentes séquences de jeu qui la mettaient en avant et appuyaient sur la relation avec le personnage principal, donc notre avatar dans le jeu. À Midgar, c'est la seule avec qui on passait du temps seul. Les parties optionnelles étaient faites pour que lors de ta première partie, tu favorises spontanément Aerys. Et certaines de ces interactions étaient les seules de tous les personnages qui ne pouvaient pas être manquées. Les développeurs voulaient qu'on ait du vécu avec Aerys, qu'on se sente proche d'elle, qu'on ait véritablement créé du lien. Pour mieux nous l'enlever après. Salaud. Et puis, la mise en scène de sa mort est une masterclass absolue. Souvent copiée, jamais égalée, même par Square Enix, qui a été maintes fois décortiquée et commentée par d'autres que moi, mais c'est ma vidéo et je fais ce que je veux, donc on va se faire un kiff et revenir sur l'une des scènes les plus marquantes jamais réalisées dans un jeu vidéo. Aerys a quitté le groupe en laissant à Cloud une espèce de message télépathique où elle l'enjoint à prendre soin de lui et à la laisser s'occuper de Sephiroth. Le groupe la retrouve à la Cité des Anciens, priant sur une sorte de plateforme flottante, assez difficile d'accès, mais néanmoins fort stylée. Et là, Cloud fait signe à ses compagnons de le laisser la rejoindre seul. Oh mon Dieu, ça y est, il va la rejoindre, la prendre dans ses bras, lui dire qu'il est désolé, qu'il l'aime, qu'il ne la quittera plus jamais. Quand il aura fini de sautiller de rondin en rondin, ah ça y est, il la rejoint, mais oh non, que se passe-t-il ? Oui ! Non ! Non ! Non ! Mais t'es con ou quoi ? Oui ! Oui !
Oh mon Dieu, ce regard. Oh ça y est, il va l'emmener en licorne au pays des amoureux, je le sens. Oh ce sourire, mais... Non! Oh, il a tué la musique, le salaud! Oh, c'est pas possible! Si, la musique a ressuscité, alors Choupinette aussi peut le faire. Et cette matéria qui rebondit encore un peu, tels nos espoirs qui luttent face à l'inexorable tragiquité du destin pour enfin chuter et disparaître à jamais, comme la vie d'Airis. Et là, Claudie pète un câble, il est triste, tellement triste qu'il décrit à voix haute les symptômes de sa tristesse, pour qu'on les ressente nous aussi. Et parce qu'il n'est qu'un bonhomme pixelisé et qu'on voit pas bien là. Et oh mon Dieu! Pas le temps de s'apitoyer, il faut battre Genova. Mais la musique ne s'arrête pas. Airis reste omniprésente dans l'esprit de ses compagnons et du joueur. Plus rien ne compte, même pas les gros boss. Vient le temps des adieux, et Cloud s'empare de la dépouille de la belle pour déposer le corps de Blanche-Neige au fond des eaux. Et à ce moment, chacun d'entre nous ressent la même chose. Mais comment elle fait pour couler alors que Cloud avait pied? Putain, mais t'as osé? Non, mais tout le monde en a déjà parlé aussi, du coup... Sérieux, mais tu respectes vraiment rien. Vas-y, je me casse. Mais j'allais continuer sérieusement, là. Tu promets? Mais oui, reviens, va. On va devenir tellement sérieux qu'on va être chiant pendant tout le reste de la vidéo. Regarde, je prends mon ton le plus sérieux. Ce que je trouve de vraiment excellent en termes de narration, c'est que bien qu'Airis soit vraiment morte de la vraie mort et qu'elle disparaisse physiquement du jeu, elle reste très présente dans l'esprit du joueur pendant toute la deuxième partie. De son vivant, l'accent est mis sur l'objectif de nous faire aimer Airis, pour que sa mort soit impactante. Mais des graines sont plantées en termes de développement scénaristique, comme le fait qu'elle soit une Cetra et qu'elle soit en possession d'une matéria unique. Des graines qui continueront de germer après sa mort, car c'est dans cette deuxième partie du jeu que l'on va en apprendre plus sur la place des Cetras et du sacre dans la lutte contre le météore et Sephiroth. Or, à chaque fois que se dévoilent les éléments de lore autour de Sephiroth, Genova, des Cetras, du météore, de la planète, on pense à Airis. Finalement, c'est au moment où on la perd que l'on comprend à quel point Airis était indispensable et cela accentue le sentiment de perte. On a perdu pas seulement la jeune fille qu'on aimait, mais on a aussi perdu la seule personne capable d'arrêter la catastrophe qui s'annonce. La mort transcende le personnage d'Airis. Et puis, la lueur d'espoir. Airis, avant de mourir, a réussi à enclencher le sacre. Et la volonté de continuer son œuvre va donner de la force à nos héros. Si notre équipe en est le bras armé, Airis est l'esprit de ce combat. Puis, à la fin, cette main désincarnée qui sort du livestream et Cloud qui dit à Tifa « Par-delà la mort, persiste le lien, le souvenir, l'héritage des êtres qui ont marqué nos vies. » C'est le moment où le personnage d'Airis transcende la mort. Oh, c'était beau. T'as vu, hein? J'ai bien aimé le transcende qui transcende, mais dans l'autre sens. Ouais, ok, on enchaîne. Il est même probable que sa mort soit une clé de la résolution scénaristique de l'arc du météore, puisqu'il est possible qu'Airis ait pu renforcer le pouvoir du sacre depuis la rivière de la vie. C'est en tout cas ce qui est suggéré dans le roman Hoshio Meguru Otome, plus connu sous le nom anglais de The Maiden Who Travels the Planet, qui raconte l'expérience d'Airis au sein de la rivière de la vie après sa mort, pendant les événements du jeu.
Donc à mon sens, la mort d'Aerys n'est pas juste un incident fâcheux destiné à faire pleurer dans les chaumières. Mais bien un élément intrinsèque du développement du personnage qui est lié non seulement à son implication dans le scénario, mais aussi au message dont le personnage est porteur, l'expérience qu'elle apporte aux joueurs. Accepter la mort d'un être cher et l'honorer de notre vivant en faisant fleurir les graines qui elle a su planter en nous. Ainsi, ceux qui nous quittent ne disparaissent jamais complètement. Et soyez honnêtes, est-ce qu'Aerys aurait été aussi iconique si elle était restée en vie? Ben si. T'es sûr? Je ne parle pas d'aimer ou non le personnage, je parle d'être iconique. Ben... Je te laisse le temps d'y réfléchir. Hoshio Meguru Otome, parlons-en. La canonicité du roman publié dans l'Ultimania Omega de Final Fantasy VII, qui n'a pas été écrit par Kazushige Nojima et qui est rarement mentionné comme un élément de la compilation, est souvent remis en question par les fans. Pour ma part, j'ai trouvé l'ouvrage très intéressant et je le considère comme une source parmi d'autres. De toute façon, si ça a été publié avec l'aval de Square Enix jusqu'à preuve du contraire, c'est valide pour moi. Et c'est une œuvre qui introduit des éléments qui sont revenus par la suite et qui pourraient jouer un grand rôle dans la retrilogie. Premièrement, le fait qu'Aerys reste elle-même dans la rivière de la vie et rencontre les âmes torturées des défunts qu'elle a connus. L'aspect de la rivière de la vie qui fonctionne comme un flot d'âmes, comme le revendique la planétologie, est donc mis en exergue. C'était un lieu plein d'énergie, où d'innombrables âmes fusionnaient avec leurs connaissances et leurs expériences. Même leurs souvenirs n'étaient plus liés à leur individualité. Mais Aerys était entière. Elle était restée elle-même en ce lieu où la conscience des morts s'écoulait et circulait, conservant le caractère qu'elle avait quand elle était vivante. Elle avait conservé la conscience de l'Aerys Gainsborough qu'elle était autrefois, et elle dérivait maintenant avec le livestream. Le livre mentionne aussi la dualité des sentiments d'Aerys, qui est en paix avec sa mort, qu'elle accepte, tout en éprouvant de la tristesse et du regret de ne plus pouvoir être avec les gens qu'elle aime. Elle avait même connaissance de ce monde qu'un Cetra atteindrait à la fin une fois qu'il aura accompli sa mission sur la planète. C'est pourquoi elle avait accepté la mort sans crainte, elle n'avait aucun regret, comme souhaitait être encore en vie ou échapper à sa mission. Malgré tout, elle était triste, son cœur souffrait. Un élément qui fait écho à son discours dans le Temple des Anciens. Même si l'âme ne disparaît pas, malgré tout, perdre quelqu'un qui nous est cher, ça reste triste. Le livre fait également mention de l'interruption du cycle de la vie si Sephiroth devenait le dieu qu'il tente d'être. Il était dans l'intention de Sephiroth de faire sien tout ce pouvoir. Après cela, il ne ferait qu'un avec la planète et deviendrait quelque chose d'égal à un dieu. Il brûlerait alors probablement tous les humains qu'il déteste à mort. L'avenir de la planète et le cycle de toute vie se termineraient. Là aussi, cette idée sera reprise dans Rebirth au Temple des Anciens. La vie sera pratiquement éteinte. Il ne restera plus que moi seul. Le roman amène l'idée qu'elle est très préoccupée par la fragilité mentale de Cloud et qu'elle cherche à le protéger. Ne t'en veux pas, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Tout ira bien même si le météore tombe. Alors ne te laisse pas alourdir par ses sentiments. Pense simplement à la façon dont tu peux être toi-même. On y trouve également des éléments qui sont repris par Kazushige Nojima dans les chapitres Livestream Black et Livestream White du roman On the Way to a Smile. Comme le fait qu'Aerys souhaite pouvoir interagir avec Cloud par elle-même, la capacité d'Aerys à rester elle-même au sein du livestream, de par sa nature de Cetra, sa capacité aussi à éveiller chez les âmes torturées des souvenirs heureux qui les libèrent et leur permettent de se fondre enfin avec la rivière de la vie. On assiste également à ses retrouvailles avec Zack, qui font écho à ses apparitions à ses côtés dans Advent Children. Mais surtout, on y apprend que c'est bien depuis la rivière de la vie qu'elle parvient à rassembler l'énergie nécessaire pour permettre au sacre d'arrêter le météore. Prêtez-moi votre pouvoir, tout le monde, Aerys cria. Ces vagues de pensée se propageaient dans la mer de Mako. Transportée par le livestream, elle se répandait sur toute la planète. Je ne peux pas faire ça seul, protégeons tous la planète. Le cri de la dernière Cetra ébranlait les innombrables consciences qu'elle avait éveillées durant son voyage. La conscience de toute la planète était éveillée. Bien sûr, parmi eux se trouvait aussi la conscience de ceux qui étaient suspendus pour leurs expiations. Avec leur volonté forte, ils réussirent à contrôler l'énorme énergie de la planète. Sous leur commandement, d'innombrables jets de lumière apparurent à la surface, s'entremêlant avec le livestream. Le mouvement de la lumière était comme une valkyrie conduisant son armée immortelle, chevauchant à travers les cieux.
Le sacre commença à faire effet. Agissant comme une barrière, les parties du météore qui entraient en contact avec elle en furent réduites en poussière et libérées dans l'espace. Du coup, sa mort devient un élément clé de la résolution du scénario. Aerys en vie, le sacre n'aurait peut-être pas eu la puissance nécessaire pour arrêter le météore, et la Terre en aurait été détruite. FF7 Remake, notamment sur sa fin, insiste beaucoup sur la capacité du groupe à changer le destin. Nanaki nous indique même qu'il est nécessaire de modifier le futur. Et le jeu va même plus loin, il nous offre la possibilité de briser ce mur du destin qui garde l'histoire sur ses rails. Sachez bien qu'en le passant, on change notre vie à tous. Dans ce passage où le groupe détruit le gardien du destin, apparaît immédiatement dans la tête de Cloud la vision de la mort d'Aerys. Ce qui laisse penser que l'on vient d'ouvrir la possibilité de changer son futur. Changer le destin d'Aerys ? C'est possible ? Vraiment ? Quand même pas. Et c'est là que Square Enix nous sort une carte Joker que l'on n'attendait pas. On vient de changer le destin d'un autre personnage en lui permettant d'échapper à la mort, Zack. J'ai gagné. J'y crois pas. À ce moment-là, nous non plus. L'impossible devient possible. Mais alors, ça veut dire... Et si Aerys survivait ? L'idée est tentante pour certains. D'un point de vue affectif, la mort d'Aerys ayant, comme on l'a dit précédemment, créé un réel traumatisme chez certains joueurs. Mais aussi d'un point de vue scénaristique, en offrant des perspectives nouvelles en termes de scénario. Dans Rebirth, Aerys m'a vraiment donné l'impression d'incarner l'exact inverse de Remake, en portant un discours qui vise à accepter l'impermanence des choses face à un Sephiroth qui, lui, cherche l'immortalité et dont Aerys est la première à dire qu'il est dans l'erreur. Et le point culminant de cet aspect pour moi, c'est le discours qu'elle donne à l'issue des épreuves individuelles dans le Temple des Anciens. Vous savez, la mort, en fin de compte, c'est un aspect de la vie. Est-ce que ça, c'est pas 100% méta ? Est-ce que les développeurs ne sont pas en train de nous dire « Nous savons que c'est dur pour vous. Même si l'héritage d'Aerys a perduré dans le jeu vidéo, même si vous avez toujours la possibilité de la revoir à travers tous les jeux où elle apparaît, nous savons que sa perte vous a été dure et nous n'allons pas manquer de compassion à votre égard. » Malgré tout, perdre quelqu'un qui nous est cher, ça reste triste. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce serait manquer de compassion. Quand elle regarde Cloud en disant cela, elle regarde notre avatar dans le jeu. Je suis convaincue qu'à travers Aerys et Cloud, c'est à nous, joueurs, que les développeurs s'adressent. Et dans ce discours, revient la question du futur que l'on change. Mais que dit-elle à ce sujet ? En revanche, le futur, quant à lui, peut être changé. La tristesse et la colère, ces sentiments nous rendent plus forts. Seulement, ils nous changent aussi profondément. Pour moi, la vraie force, ce n'est pas du tout ça. À mon avis, c'est quelque chose qui est en nous. Quelque chose de doux et d'incassable. J'en suis persuadée. Les sentiments négatifs nous changent profondément, laissons parler la douceur qui est en nous. Elle ne parle pas de changer le destin, mais de changer la façon dont on traverse nos expériences, si douloureuses soient-elles, pour ne pas nous laisser envahir par la négativité. Et la réaction brutale de Cloud me fait vraiment penser à celle des joueurs qui souhaitent mordicus qu'on change le destin de leur personnage adoré et qui vont s'empresser de tomber sur le paletot de Square Enix si après avoir fait naître un espoir en eux, on le leur enlève à nouveau. Ce qu'a Aerys, et à travers elle, les développeurs sont en train de nous dire, ce n'est pas qu'elle ne va pas mourir, mais qu'on va nous permettre d'accepter sa mort dans la douceur. La retrilogie, pour moi, n'a pas vocation à rendre Aerys à ceux qui ont le sentiment de l'avoir perdue, mais de leur permettre de faire enfin leur deuil dans la paix.
Et pour que je vous explique mon point de vue correctement, on va devoir faire un détour par la fin du jeu. Je sais, il existe 1 milliard de vidéos qui sont déjà revenues sur le sujet, mais je ne peux pas faire l'impasse sur cette étape, donc désolé, vous allez en rebouffer. Par contre, je vais commenter directement avec ma compréhension des éléments pour qu'on n'y passe pas la nuit non plus. Donc, l'équipe arrive à la Cité des Anciens pour y trouver une grande quantité de fileurs noirs, ceux qui sont au service de Sephiroth. Sephiroth qui attendait patiemment Cloud et son équipe, mais qui n'oublie pas de soigner son entrée et qui s'effectue dans une pétarade d'effets pyrotechniques. Magnifique entrée. Merci, on me le dit souvent. Sephiroth qui a cette petite phrase Aerys, tu peux prier. Donc on sait qu'il est au courant de ce qu'Aerys est en train de faire et visiblement ça ne le perturbe pas plus que ça. Et le voilà qui lance sa fusion des mondes. Réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent. L'équipe avance malgré tout et là, surprise, arrivent des fileurs blancs, les gentils, qui tentent de bloquer la progression du groupe et que surprenamment, on va devoir combattre. Attends, mais c'est des blancs. Pourquoi on tape des blancs? Se crée alors un nouveau mur du destin qui semble fait de fileurs noirs et qui empêche l'équipe de passer pour rejoindre Aerys. Fait surprenant, les fileurs blancs tentent d'empêcher Cloud d'avancer, tout comme ils l'ont entravé dans la forêt ancienne, et les fileurs noirs les rejettent. Et à l'approche de Cloud, ce sont les fileurs noirs de Sephiroth qui créent une brèche, nous laissant en déduire que c'est Sephiroth qui tire les ficelles. Comment ? En laissant à Cloud une chance d'atteindre Aerys et seulement à Cloud. En effet, la faille est trop petite pour laisser passer le groupe qui se sacrifie pour tenir la brèche ouverte et permettre à Cloud de traverser, suivi de fileurs blancs. À mesure que Cloud avance, les fileurs blancs et noirs freinent sa progression. Il me paraît évident néanmoins qu'ils n'ont pas la même raison de le faire. Je pense que certains ont pour mission d'empêcher Cloud d'arriver jusqu'à Aerys, les blancs, et les autres font en sorte qu'il y arrive, mais à un certain moment voulu, les noirs. Aussi surprenant que ça puisse paraître, apparemment, Aerys ou la planète ou les deux ne veulent pas que Cloud sauve Aerys. C'est Sephiroth qui veut permettre ça. Cloud semble à nouveau manipulé pour tenter de tuer Aerys comme pour Tifa à Gongaga, mais reprend ses esprits et Sephiroth descend à nouveau du ciel pour embrocher Choupinette. Et là, miracle. Cloud bloque l'épée de Sephiroth et semble avoir empêché que le drame ne se produise. Miracle! Miracle! Bon ben, miracle. Des reflets arc-en-ciel sont visibles autour des deux protagonistes, arc-en-ciel que l'on attribue au passage d'un monde à l'autre. Et quand on pensait avoir fait l'impossible, les reflets arc-en-ciel disparaissent et laissent la place à une toute autre scène. Une scène que l'on connaît bien. Tu souffres assez là ? Je fais durer un peu ? Sadique. Donc en résumé, la frontière qui sépare les différents mondes est devenue poreuse avec l'amorce de leur fusion et Cloud a créé un monde blanc, lumineux, arc-en-ciel, dans lequel il a bloqué l'épée, tandis que dans le vrai monde dans lequel il revient soudainement, Aerys est morte. Cloud enlace le cadavre d'Aerys et commence son speech sur la tristesse, mais nous ne l'entendons pas. Nous entendons les paroles de Sephiroth, mais pas celles de Cloud. Cloud qui est en train de créer une barrière mentale de déni. Non, elle n'est pas morte, je ne suis pas en train de pleurer, je ne prononce pas ces mots.
Sephiroth a beau lui balancer le sang d'Aerys à la tronche, le déni s'installe, aidé par une Aerys qui réouvre les yeux pour consoler Cloud. Une Aerys auréolée de paillettes vertes qui rappelle la rivière de la vie où l'esprit d'Aerys sûrement repose déjà. Question. Qui fait joujou à ce moment avec le passage entre les mondes? Il n'y a que 2 personnes qui peuvent accomplir cet exploit. Livestream Sephiroth et Livestream Aerys. L'un des 2 permet à ce moment que Cloud revienne dans le monde où Aerys est vivante. Une théorie veut que c'est Aerys à ce moment qui revient vers Cloud pour le protéger mentalement. Elle le sait psychologiquement instable et craignant que sa mort ne l'achève, elle cherche à le préserver. Cette théorie me semble appuyée par le fait que ce sont les fileurs blancs qui préservent l'espace où se passe cette scène et empêchent l'équipe de passer. Mais que dit Aerys? Tu iras bien, j'en suis sûre. Elle ne laisse pas penser qu'elle est encore en vie, seulement qu'elle a confiance en Cloud pour traverser cette épreuve, seule ou avec l'aide de ses amis. De plus, si cette Aerys connaît le futur, elle connaît aussi le futur Cloud d'Advent Children qui abandonne sa famille parce qu'il est rongé par le chagrin et la culpabilité concernant sa mort et celle de Zack, et pourrait vouloir empêcher cela, notamment en répétant à Cloud de ne pas s'en vouloir. Peut-être que le destin qu'Aerys essaye de changer, ce n'est pas le sien, mais celui de ceux qu'elle laisse derrière elle. L'équipe arrive sur les lieux, donc le mur du destin a vraisemblablement été retiré. Par qui? Sephiroth, vu que c'était ses fillers qui l'ont créé. Raison de plus pour penser que c'est lui le metteur en scène de ce moment, celui qui décide de qui peut voir et quand. Arrive ce moment bizarre où l'on passe d'un monde à l'autre avant de revenir sur le visage défait de Tifa. Qu'a-t-elle vu? A-t-elle vu la même chose que nous, ou sa détresse n'est-elle due qu'à la vision de la mort d'Aerys? Comme je l'ai dit lors du live qui lui était dédié, pour moi, Tifa incarne au plus près le ressenti du joueur. Cette hésitation entre la mort et non-mort, c'est aussi la nôtre. Quel reflet doit-on croire? Sephiroth, toujours pas traumatisé par les événements, nous ramène à son projet de fusion des mondes qui s'enclenche, rappelant à Cloud son devoir de héros sauveur de l'humanité. Aerys lui sourit et l'encourage avant de refermer les yeux et de reprendre son attitude mortuaire. Alors que l'on voit de l'autre côté de la frontière entre les mondes, l'équipe qui regarde la scène avec tristesse. Arrive le combat avec Jenova, que je ne vais pas analyser ici, je vais plutôt vous renvoyer vers l'excellent travail qu'a fait M. Ténéré dans sa vidéo sur le sujet, dont vous trouverez le lien en description comme il se doit. Là arrive le bordel où un Sephiroth transcendé par l'énergie puisée dans la fusion des mondes se fait bolosser par tout le monde à travers toutes les dimensions. On passe, pour l'instant. Et nous voilà au moment où Cloud se retrouve seul face à son antagoniste, jusqu'à ce que les fileurs blancs créent une brèche qui permette à une Aerys en très grande forme de venir aider Cloud. Un gros plan sur le ruban qui cache la matéria blanche. Cette Aerys-ci possède une matéria blanche intacte et s'est adjoint les services des fileurs blancs. Sephiroth montre son premier aveu de faiblesse face à la situation. Aerys vient de réussir à contrer ses plans d'une manière inattendue. Comment? On ne sait pas exactement. Déjà, sûrement en venant l'emmerder sur son terrain en repeignant les murs en blanc. Et une chose est sûre, il y a un élément sur lequel elle semble avoir agi volontairement ou non, Zack. Et sur cette question, qui n'est pas mon sujet du jour, je vais passer le relais à nouveau à M. Ténéré qui s'est penché sérieusement sur cette question et qui, dans un triptyque de vidéos, donne une explication qui vaudra largement la petite heure que vous y consacrerez. La discussion entre Cloud et Sephiroth est intéressante. Ce que tu vois est-il bien réel ou juste Cloud n'a plus de doute. Il croit ce qu'il voit. Or, Cloud a une fâcheuse tendance à croire pas mal de choses qui ne sont pas forcément vraies. Sephiroth est défait, et pourtant il sourit en voyant Aerys et Cloud ensemble. Vous voulez que je vous dise? Je crois que Sephiroth sourit car il a essayé de tuer Tifa pour que Cloud puisse vivre sa romance avec Aerys. On avait dit sérieux. Ah pardon, j'ai vrillé. Je crois que Sephiroth sourit car il vient de trouver la clé qui lui manquait pour manipuler Cloud, mais on y reviendra. C'est l'heure de rentrer. La scène rappelle vachement celle d'Advent Children où Cloud entre en contact avec Aerys qui lui apporte son pardon avant son combat dans la forêt ancienne.
Pour moi, c'est encore un signe que cette Aerys est toujours morte dans la timeline du remake et se sert de la rivière de la vie pour entrer en contact avec Cloud. D'où les fileurs blancs. Et comme de fait, cette Aerys en vie ne rentre pas avec Cloud. À la place, seul son cadavre est retrouvé par Tifa et le reste de l'équipe. Ce qu'il me semble important de noter, c'est que cette Aerys-là, jusqu'à ce stade, n'a jamais donné l'impression d'être encore en vie. Elle envoie du soutien à Cloud, mais dès que c'est terminé, elle refait la morte et elle ne le suit pas dans le monde des vivants. Rentrons, oui, mais chacun dans son monde. Cloud dans le monde des vivants et Aerys dans la rivière de la vie. Cloud s'approche. Les fileurs blancs créent à nouveau cette brèche où Aerys ouvre les yeux. Les deux se regardent et on ne sait pas. Je suis persuadée qu'il y a un échange verbal entre les deux à ce moment, mais qu'on ne l'a pas vu. Je vous parie qu'on reverra cette scène, mais qu'on saura ce qu'Aerys a dit à Cloud, et je pense que ce qu'elle lui dit sera un truc du genre « Merci, je tiens à toi, ne t'en veux pas ». Ce qui est exactement ce qu'elle dit à Cloud dans l'église avant de lui dire adieu. On passe directement à une scène où l'équipe est posée en silence au bord du lac où a été déposé le corps d'Aerys. Une scène mythique, très attendue et qui pourtant ne nous est pas montrée. On nous a privés de la scène de l'enterrement justement pour brouiller les pistes et ne pas nous donner cette preuve irréfutable de son décès. Le fait d'enterrer une personne ritualise la séparation car le corps quitte définitivement le monde des vivants. Tant qu'une personne est visible, on peut encore s'imaginer qu'il y a mal donne, qu'elle va se réveiller, reprendre sa vie d'avant. Mais quand le corps est 6 pieds sous terre, la séparation est irréversible. C'est là que peut commencer la phase de deuil, et le fait que l'enterrement soit collectif, avec le groupe pour témoin, enfonce le clou. Il devient assez récurrent que la fin zappe tout ce qui touche au deuil et à l'affirmation de la mort d'Aerys. On n'entend pas les paroles de Cloud, on ne voit pas la mise au tombeau d'Aerys, on ne voit pas ce dialogue dont j'ai parlé précédemment qui pourrait sonner comme un adieu. Tout ça nous est retiré pour nous embrouiller, nous, en tant que joueurs, mais aussi pour symboliser le déni de Cloud. Ce qui n'accepte pas, on ne le voit pas. Arrive cette Aerys aux côtés de Cloud, une Aerys qui n'apparaît que quand Cloud regarde et qu'il est le seul à voir, et qui a suscité bien des interrogations. Certains pensent que c'est juste dans la tête de Cloud et qu'il imagine des choses. Certains pensent qu'il s'agit d'une manipulation de Jenova. Certains pensent que c'est bien Aerys qui, via le livestream je suppose, essaye d'encourager Cloud. Pour moi, il est assez clair que cette Aerys n'est pas Aerys. Car effectivement, elle a un comportement qui est trop déconnant et trop à l'inverse de ce que la vraie Aerys, selon moi, a montré jusqu'à maintenant. Elle ne parle pas ou se contente de répéter des phrases déjà entendues. Elle encourage Cloud à aller combattre Sephiroth alors qu'elle lui enjoignait le contraire quelque temps avant et ne semble aucunement se soucier de l'état mental de Cloud. De plus, les interventions de livestream Aerys jusqu'à présent s'accompagnaient de la présence de fileurs blancs qui semblent être les canaux qui permettent cette communication intermonde. Or là, il n'y en a plus. La question est-ce que c'est une Aerys qui a été générée par Jenova ou Sephiroth, ou est-ce que c'est une Aerys qui n'apparaît que dans l'esprit de Cloud comme un symbole supplémentaire de son déni? Il y a des choses qui me font vraiment penser que ça peut être une vision de Cloud. La première, c'est que cette Aerys bizarroïde apparaît à ses côtés juste après que Cloud ait eu une vision de la mort d'Aerys. Comme si son esprit cherchait à lui rappeler que c'est arrivé et que Cloud fait apparaître cette Aerys dans sa tête pour renforcer son déni. Mais non, elle est pas morte, enfin, tu vois bien, elle est juste à côté de toi. C'est renforcé par le fait qu'elle n'est visible que quand Cloud regarde. Les autres ne la voient pas. Ça arrive aussi avec certaines apparitions de Jenova, mais d'habitude, elle a un support qui est généralement un homme en noir. Or là, il n'y en a pas. On a déjà vu Cloud avoir des visions de Sephiroth. Est-ce que c'est Sephiroth qui les génère ou Cloud? Donc ça pourrait tout à fait être un déni de Cloud qui s'invente une Aerys encore en vie et qui l'encourage à poursuivre Sephiroth comme il en a l'intention, tout comme il s'est inventé une vie de soldat, des faux souvenirs qui font coller la réalité avec sa fiction personnelle. Sur la théorie de Jenova, il y a néanmoins une scène en particulier qui me fait dire « pourquoi pas ?» Premièrement, quand Aerys touche Nanaki, il réagit immédiatement en l'appelant, comme s'il l'avait ressenti.
Or, on sait que Nanaki, il a des capacités sensorielles qui ne sont peut-être pas celles des êtres humains, puisque sa race semble avoir une certaine connexion avec la rivière de la vie. Donc, il est possible que cet Aéris s'incarne d'une certaine manière et qu'il soit capable de la ressentir. Ça pourrait d'ailleurs être la preuve que c'est bien Aéris qui agit depuis le livestream. Ce qui m'intrigue beaucoup en revanche, et que je n'ai jamais entendu personne souligner, c'est que la seule personne dont Aéris ne s'occupe pas, c'est Tifa. Or, Tifa est celle qui incarne le deuil que nous devrions ressentir vis-à-vis de la mort d'Aéris. On aurait dû être triste de la mort d'Aéris. On aurait dû être inconsolable. Mais personne ne ressent ça. Cloud est dans le déni et les autres vont de l'avant. La seule, hormis Nanaki, qui incarne le deuil à ce moment-là, c'est Tifa. Or, c'est la seule qu'Aéris ne vient pas consoler. Pourquoi ? Le jeu a très bien insisté sur la relation d'amitié qui unissait les deux filles. Je n'imagine pas que la vraie Aéris que nous connaissons n'aurait aucun élan de compassion à l'égard de celle qui a été son amie, sa confidente, alors même qu'elle est en détresse. Pour moi, c'est le comportement le plus bizarre de cette Aéris. Il y a deux explications pour moi à ça. Soit cette Aéris est en effet une vision de Cloud qui vise à renforcer son déni de la mort de cette dernière, et c'est pourquoi il n'y a que Tifa qui n'est pas concernée par le comportement de cette Aéris-là. Parce que Tifa, c'est le deuil que Cloud ne veut pas ressentir. Soit, comme je l'ai détaillé dans ma vidéo sur le cratère nord, Stephinova a un gros problème avec Tifa qui fait office d'antagoniste et qui, elle, n'a pas arrêté de vouloir écarter, voire de détruire. Et du coup, ça pourrait être cet antagonisme particulier qui se reflète dans le comportement de cette Aéris. Parce que si c'est une Aérisova, elle a tout intérêt à maintenir Tifa dans un état de faiblesse et en dissonance avec Cloud. Donc, est-ce une vision de Cloud ou une manipulation de Jenova ? Je ne sais pas exactement. Mais en réalité, ça n'a rien de bloquant, car aucune de ces versions ne contredit ce que je voudrais vous proposer comme théorie par rapport à FF7R3. Il est difficile de spéculer sur le rôle que pourrait avoir Aéris dans la troisième partie du jeu, dans la mesure où dans le jeu d'origine, elle a disparu physiquement des radars pendant cette partie. Deux options. Soit il décide de jouer la carte de l'absence d'Aéris dans l'esprit du jeu d'origine, et Aéris ne réapparaîtra pas directement dans la troisième partie. Ça peut aussi être un choix temporaire dans le jeu pour bien faire ressentir aux joueurs le sentiment de perte. Néanmoins, il est fort probable que, tout comme ils ont ramené Sephiroth et l'ont rendu bien plus présent que dans FF7, ils fassent la même chose avec Aéris et trouvent le moyen de la ramener de plusieurs façons possibles. Celle qui va nous préoccuper présentement étant la plus évidente, hormis les flashbacks, via les mondes alternatifs. Il va donc falloir que moi aussi je vous fasse part de ma vision de ce que sont ces fameux mondes. Nojima-sama a donné comme indice aux fans de se pencher sur les concepts d'inconscient collectif théorisés par Carl Jung, la deuxième grande figure de la psychanalyse après Freud, et du Yogacara. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur ces deux concepts que d'une part je ne maîtrise pas plus que vous et qui d'autre part sont archi complexes. Et en plus, c'est pas une vidéo sur la question des mondes. On va seulement en tirer deux idées qui vont venir alimenter la réflexion que je vous propose présentement. Pour le Yogacara, rien que l'esprit. Et pour Carl Jung, l'inconscient collectif dont on nous dit que les archétypes constituent la structure de l'inconscient collectif. Ils sont des dispositions psychiques issues de l'expérience et représentent la base du comportement humain. Ainsi, la relation mère-enfant est régie par l'archétype de la mère. La naissance, la mort, le pouvoir et l'échec sont contrôlés par des archétypes. L'expérience religieuse et mystique sont également régies par des archétypes. Mais le plus important de tout, c'est le soi, qui est l'archétype central de la personne psychique. Les archétypes se manifestent à travers des images archétypales dans toutes les cultures et les doctrines religieuses, dans les rêves et les visions. Par conséquent, Jung se concentre sur l'interprétation des rêves et des symboles afin de découvrir la signification induite par les archétypes comme des marques de la transformation de la psyché. C'est chiadé, hein ? Ouais, t'inquiète, ma vision du truc est ultra simpliste, tu vas piger. Et bien sûr, on va faire un schéma. Oui. Donc les mondes Kezako. Pour aller droit au but, je pense qu'ils sont générés via la rivière de la vie qui rassemble les émotions, les souvenirs, les rêves des personnes qui la constituent. En d'autres termes,
des émanations du soi. Quand vous imaginez une situation dans votre esprit, vous la faites exister pendant un instant. Par exemple, « et si j'avais dit ça ?» Cette situation n'a pas existé dans le monde physique, mais elle a existé dans votre esprit. C'est pareil avec vos rêves ou vos projets qui existent dans votre tête, jusqu'à ce qu'ils s'incarnent ou non dans la matière. C'est là qu'intervient le principe du Yogacara. Rien que l'esprit, qui prône que la réalité telle que vécue par les humains n'existe pas et que seule l'expérience de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit et de la conscience existe. Autrement dit, les souvenirs dits réels, tout autant que les rêves ou les possibilités imaginées par les humains, possèdent au sein du live stream, qui sert aussi d'inconscient collectif, une existence, une réalité propre. Et ce sont eux qui sont cristallisés dans les matérias. Et cela expliquerait pourquoi Sephiroth a besoin de Cloud pour exister. Tant que Sephiroth existe dans l'esprit de Cloud, il ne disparaîtra jamais complètement. Il existera toujours dans une réalité au sein de la rivière de la vie. C'est en raison de cette existence tangible qu'un objet physique commun à tous les mondes peut passer de l'un à l'autre. On passe sur la question des archétypes communs de l'inconscience collective de Jung. Autrement dit, les mondes sont générés par des pensées émanant des personnes, mais certains éléments archétypaux transcendent les consciences individuelles pour exister dans toutes les consciences de manière innée. Et qu'y a-t-il de plus archétypal qu'une bouboule noire qui représente le mal, le néant, la destruction, et une bouboule blanche qui représente le bien, la purification, la vie? Tu veux d'autres archétypes qui transcendent les consciences individuelles? Les figures du héros, du mal et de Dieu. Coucou! Et oui, ce surhomme qui a dépassé le stade émotionnel et relationnel est donc humain pour devenir quasi divin et que l'on peut littéralement affronter dans plusieurs mondes à la fois. C'est plus clair là? Ouais. Pour moi, les fileurs gris sont les gardiens de cette frontière entre imaginaire et réalité, afin que les rêves d'une seule personne ne puissent influencer le cours des événements. Donc, en brisant le mur du destin, on a brisé cette frontière et donné naissance à des mondes alternatifs que l'on a en quelque sorte libérés. Les matérias sont liés aux souvenirs des êtres vivants. Si l'on y regarde de plus près, Aerys ne semble accéder à ses souvenirs omniscients que lorsqu'elle est en possession de la matéria blanche, le sacre. Mais c'est quoi le sacre exactement? Une magie blanche de purification très puissante. Comment il fonctionne? Visiblement, il permet d'agir directement sur la rivière de la vie. Pour moi, il canalise les pensées positives accumulées en son sein, à l'inverse des pensées négatives que veut alimenter Sephinova. Livestream White, Livestream Black. Du coup, à mon sens, que fait Aerys à ce moment quand elle change la couleur du portail? Je pense qu'elle a invoqué le sacre pour purifier le portail et ce faisant, elle a infusé ses souvenirs, ses rêves, ses pensées positives dans la rivière de la vie. Et c'est ce qui scinde les fileurs en deux. D'un côté, ceux qui sont porteurs de la volonté de Sephiroth, les noirs, et ceux qui sont porteurs du sacre d'Aerys, les blancs. Et c'est pour ça que la matéria s'est vidée, lui ôtant ses souvenirs par la même occasion. Des souvenirs importants qu'elle semble avoir retrouvés lorsqu'elle récupère la matéria blanche à la fin de Rebirth. Si on y regarde de plus près, les mondes parallèles qui sont générés en premier lieu ont tous un lien avec Aerys. Il ne se passe qu'à Midgar, qui a été le seul lieu de vie d'Aerys jusqu'à la fin de Remake. Il ne concerne que des personnes qu'Aerys connaît, qui lui sont chères et dont elle est éloignée. Zack, son premier amour, Elmira, sa mère, Biggs, qu'elle a connue dans son enfance via la maison Feuillue, et Marlène, qu'elle a sauvée de l'effondrement du secteur 7. Je pense qu'en injectant ces espoirs contenus dans la matéria blanche dans le portail, elle a créé un monde où ces êtres sont rassemblés et en sécurité. Zack et Biggs ont échappé à la mort, et Elmira et Marlène vivent en paix sous le même toit, se consolant l'une et l'autre de la perte d'une fille et d'un père. Finalement, c'est à ça que servent nos rêves. Ils réarrangent des événements de la réalité qui nous ont marqués, et nous les redonne d'une manière qui puisse être digérée et acceptée émotionnellement par notre cerveau. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que ça arrive quand nous sommes inconscients. Une inconscience qui est nécessaire à Cloud pour réintégrer
ces univers qui ont été créés par la pensée d'Aerys. Par la suite, les choix de Zack, qui possède une existence tangible puisque la pensée est devenue réalité, vont créer d'autres mondes à l'intérieur de ce monde selon les choix qu'il envisage. Encore une fois, inconscient collectif, les mondes qui s'entremêlent, etc. Et pour son dernier moment avec Cloud, Aerys a créé un monde à son image. Un monde qui a accepté sa fin. Un monde qui sait qu'il va mourir, mais qui décide de fêter l'événement dans la joie en s'offrant de derniers moments joyeux et simples. Un dernier partage, une dernière création, un dernier souvenir. Tout cet univers reflète la psyché d'Aerys. Mais attends, si les mondes alternatifs possèdent une existence propre, alors celui qu'a créé Cloud où Aerys vit encore existe aussi. En effet, et c'est tout l'enjeu de ma réflexion, mon petit Lolo. Que va-t-il advenir de ce monde dans lequel Aerys est vivante? Tu voulais de la souffrance? Oui. Eh ben ramène tes fesses, on va se vautrer dedans. C'est l'heure du... Scénario cacahuète. Tu. Donc, Cloud a créé un monde dans lequel Aerys est vivante. Sauf que ces mondes sont voués à disparaître. Comment ils disparaissent? Quand les gens cessent d'y croire. Selon moi, c'est le symbole de la fameuse faille dans le ciel. On aperçoit cette faille à des moments précis. Avec Zack, au moment où Elmira lui dit que le monde touche à sa fin. Zack porte désormais un regard sur ce monde comme un monde en voie de disparition et il voit la faille. Faille que l'on reverra lors de sa discussion avec Biggs lorsqu'il remet en question la fatalité à laquelle est voué ce monde. Dans l'univers d'Aerys, quand elle dit à Cloud de ne pas regarder, pour moi, elle sait que ce monde va disparaître, mais elle ne veut pas que cela occupe leurs pensées. Elle veut vivre le moment présent. Et si Cloud est le seul à voir la faille dans le monde réel à la fin du jeu, c'est parce que lui aussi commence à ne plus croire en cette réalité. Mentalement, il est resté dans le monde du déni. Il s'enfonce dans son mensonge et la réalité dans sa tête se fissure. C'est ce monde-là qui est en train de disparaître dans son esprit. Et j'ai dans l'idée que le monde où Aerys vit encore va servir les intérêts de quelqu'un. Lui là. Pourquoi il se marre en regardant Cloud et Aerys ensemble? À mon avis, c'est parce qu'il est en train de se dire « Mon gars, cette fois, je te tiens ». Cloud s'accroche à une réalité qu'il a créée mentalement. Une réalité qui est vouée à disparaître. Mais le Cloud complètement fucké mentalement à la fin de Rebirth ne va pas accepter ça facilement. Pour moi, Cloud est un protecteur. Ce qui compte pour lui, c'est de protéger les gens qu'il aime. C'est pour cette raison qu'il s'est engagé dans le soldat. Pour que son échec de n'avoir pu protéger Tifa ne se reproduise plus jamais. C'est une blessure qu'il a portée pendant toute son existence. Une blessure si lourde à porter qu'il s'en est inventé une autre vie. Or, à ce stade de l'histoire, il n'a pas réussi à protéger qui que ce soit. Ni Zack, ni sa mère, ni son village, ni Tifa, et maintenant Aerys. On lui laisserait l'espoir de l'avoir sauvée et puis on lui enlève? Non, c'est trop, c'est pas acceptable. Or, qui incarne la quête de l'éternité, de la non-mort? Et ouais. À cet égard, est-ce qu'il n'est pas impossible d'imaginer qu'à un moment, Cloud soit séduit par l'idée de vie éternelle de Sephiroth pour sauver Aerys, en faisant perdurer le monde dans lequel il l'a sauvé? C'est le meilleur argument de Sephiroth pour ranger Cloud à ses intentions. Que veut Sephiroth? Il veut annihiler le cycle de vie, mort, renaissance de la planète pour instaurer la vie éternelle. Mais pour ça, il a besoin de Cloud. Et par quel argument peut-il convaincre Cloud d'adhérer à ses idées? Il a déjà essayé par plusieurs moyens. La proposition directe, la punition, la cajolerie, la manipulation, les explications pédagogiques, rien n'a fonctionné. Livestream Sephiroth sait que Cloud est fragile mentalement et il mise dessus. Mais quand même, il est mignon, Sephiroth. Bon, je t'ai trahi, j'ai tué ta mère, j'ai cramé ton village, j'ai failli tuer tes waifus, ton meilleur ami, et j'ai essayé de te tuer aussi. Mais bon, vas-y, on oublie. Fais-moi un câlin. Non, il lui faut un argument qui soit convaincant. Et quoi de plus convaincant que, si tu joues le jeu, le monde que tu as créé ne disparaîtra pas? Le moment où ça peut arriver? Le cratère nord. J'ai toujours été étonnée du comportement de Cloud au moment où il donne la Materia Noire à Sephiroth.
À ce moment, Cloud a perdu foi en son humanité. Il pense être un clone vide de Sephiroth à qui on s'est contenté d'injecter des souvenirs de Tifa. Il pense qu'il n'est qu'un pantin. Mais c'est pas une raison pour donner la matière noire à Sephiroth. Pour moi, dans le jeu d'origine, il lui donne volontairement. Il s'excuse auprès de tout le monde, il conscientise ce qu'il fait. Évidemment, à ce stade, sa résistance mentale à la manipulation de Sephiroth est réduite à néant. Mais c'est pas parce que tu penses être un pantin que tu dois trahir tes amis et le monde en agissant comme tel. Mais avec ma théorie, Sephiroth donnerait une bonne raison à Cloud de lui donner la matière noire. Alors je me permets de vous faire un petit aparté parce que pendant le montage de cette partie de la vidéo, j'ai eu un éclair de compréhension qui m'est venu et qui a un petit peu modifié la perception que j'avais de cette scène depuis plus de 25 ans. Donc à savoir que plutôt que de penser que Cloud commence à être véritablement sous l'emprise de Sephiroth et qui décide de plonger volontairement par faiblesse mentale, je me demande si en fait on n'est pas censé comprendre qu'il est totalement sous l'emprise de Sephiroth et que c'est un effort de volonté et de force morale qui lui permet de décrocher à ce moment-là de cette manipulation mentale pour pouvoir, à tout le moins, s'excuser vis-à-vis de ses amis. Et j'avoue que je préfère un peu cette version-là. Alors elle ne contredit pas la théorie et les réflexions que je vais vous proposer par la suite, mais par souci peut-être de compréhension du jeu, je trouvais quand même important de vous faire ce petit aparté. Tu n'existes de toute façon pas vraiment, alors autant vivre dans un monde, même illusoire, où tu seras heureux. Parce que s'il y a bien quelque chose de flagrant pendant ce rendez-vous avec Aeris, c'est que Cloud est heureux. Simplement et sincèrement heureux. Fini les histoires compliquées, fini le sentiment d'échec, fini toute cette souffrance de la vie réelle. Bonjour le bonheur simple et la satisfaction d'avoir accompli ce qu'on souhaitait. Ce monde, pour moi, incarnerait le déni ultime, la mauvaise voie à prendre. La voie qui consiste à fuir la dureté de l'existence pour s'enfoncer dans un mensonge en coton qui réduit notre perception du monde à solutionner le problème que l'on refuse d'affronter. Et du coup, par qui le mensonge peut s'effacer ? D'une part, Tifa est la gardienne de la santé mentale de Cloud. Elle n'est pas sa psychologue parce qu'un psychologue, c'est une personne professionnelle qui est formée pour gérer ce type de situation de l'extérieur. Mais elle est son soutien psychologique. Elle l'écoute, le réconforte, l'encourage, le protège, le fait parler, etc. Et si quelqu'un a vocation à lui dire la vérité et contrer la manipulation de Sephiroth, c'est de nouveau Tifa, je pense, qui fera barrière. Tifa qui incarne, je le rappelle, le deuil. Tout comme elle incarne le chemin de la vérité concernant l'identité de Cloud, elle peut aussi incarner la vérité concernant la mort d'Aeris. La manipulation de Sephiroth en la matière pourrait servir à deux choses. Ranger Cloud de son côté et affaiblir le lien entre Cloud et Tifa, puisque leur divergence sur la mort d'Aeris va augmenter la distance entre les deux personnages. Il se peut même que Cloud soit amené à rejeter Tifa, qui représente, encore une fois, la triste réalité qu'il ne veut pas voir. C'est pourquoi je pense que Tifa incarnera, là aussi, le retour à la réalité. Mais je pense qu'elle ne fera que paver le chemin qui sera parcouru par... Aeris fait référence à plusieurs reprises dans Rebirth au besoin d'accepter que rien ne soit éternel. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, lorsque sa mort est imminente, Aeris pour moi ne cherche pas à aller contre son destin. Elle cherche en revanche à créer un monde où elle pourra dire au revoir à Cloud. Dans ce monde qui a accepté sa fin, seuls Aeris et Cloud sont présents. Et le contexte qui se développe autour d'eux leur permet de vivre ce fameux rendez-vous qu'Aeris réclame à corps et à cri tout le long du jeu. Mais rien ne fonctionne dans ce moment. Bien que Cloud et Aeris prennent plaisir à être ensemble, tout est foireux. Au premier stand, Cloud choisit un cadeau et en obtient un autre, que personnellement je trouve absolument parfait puisqu'il représente les fameuses fleurs des retrouvailles qu'Aeris va épingler au niveau de son cœur, exactement à l'endroit où Cloud portait la fleur au début de l'histoire. Donc arrête de râler gros, il est très bien ce cadeau. Au deuxième stand, ils choisissent des friandises. Le sucre, la douceur, le plaisir. Mais on leur en offre d'autres qui sont dégueux, qui piquent. Au troisième stand, ils perdent le concours de photos. Cloud n'arrête pas de dire qu'Aeris est bizarre, etc., etc. C'est un moment heureux, mais dysfonctionnel.
Finalement, ils se retrouvent dans l'église, le lieu intime qui représente le mieux la psyché d'Aerys. Là, elle peut enfin se poser et faire ses adieux à Cloud avant de le renvoyer dans le monde des vivants. Voilà comment je comprends cette scène. C'est la conscience d'Aerys qui a créé ce monde. Pour vivre le moment qu'elle aurait aimé vivre avec Cloud, lui dire ce qu'elle aurait aimé lui dire. Je tiens à toi, je suis désolée, ne t'en veux pas, etc. Et s'il ressemble autant à son premier rendez-vous avec Zach, c'est peut-être parce qu'elle s'appuie pour imaginer ce moment sur quelque chose qu'elle a déjà connu. Ou alors c'est qu'elle fait une confusion massive entre Cloud et Zach, et dans ce cas... C'est toi que je veux voir. Bah faut mettre des lunettes, ma chérie. Mais cet univers est déconnant car il n'est pas la bonne réponse. C'est un cadeau offert aux fans, un adieu à Aerys, un moment attendu par certains, mais pas la finalité. Les cadeaux prennent parfois des formes étranges. Et quand je dis qu'on va se vautrer dans la souffrance, c'est parce que mon scénario cacahuète inclut une étape hyper difficile. L'acceptation. Et si je suis mon schéma de pensée, cette acceptation va devoir passer par la mise à mort du monde où Aerys est en vie. Si Cloud cesse d'y croire, ce monde illusoire où Aerys est encore en vie cessera aussi d'exister. Donc, Cloud va devoir de lui-même détruire ce monde. Mais ça s'accompagnera d'un adieu, car si Tifa va incarner l'ancrage de Cloud dans la réalité, c'est Aerys qui va lui faire accepter cette réalité. Je sais que là, mon scénario cacahuète va heurter des gens. Aussi, pour vous expliquer pourquoi j'envisage ça comme un cadeau, vous me pardonnerez, j'espère, d'aborder un sujet aussi intime, mais j'ai fait personnellement l'expérience dans la vie d'avoir à volontairement dire au revoir à quelqu'un. Quand ma grand-mère est morte, elle était souffrante et quand je suis allée la voir la veille de sa mort, je savais qu'elle allait mourir. J'ai passé un certain temps avec elle et il a fallu qu'à un moment donné, je la quitte. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire de ma vie. Parce que je savais que quand je passerais cette porte, je ne la reverrai plus jamais. En tout cas pas dans ce monde-ci, et même si je n'étais pas responsable de son état, quand j'aurais refermé la porte derrière moi, je l'aurais symboliquement envoyée dans les limbes. Sur le coup, ça me paraissait plus simple si ça avait été un accident, parce que je n'aurais été responsable de rien. Mais après coup, je me rends compte que la vie m'a fait un immense cadeau. Celui de m'avoir donné le temps de dire au revoir à ma grand-mère. De m'avoir donné le temps de lui dire tout ce que j'avais à lui dire et de pouvoir la laisser partir sans avoir de regrets. Et aujourd'hui, ma grand-mère est toujours là, dans mon cœur, dans le cœur de tous les gens qui l'ont connue. Et elle restera une source éternelle d'inspiration dans ma vie. Et quand je repense à elle, j'ai la chance de pouvoir y repenser dans l'amour et dans la douceur, parce que le regret ne vient pas s'immiscer dans mes souvenirs pour me rappeler qu'il y a des choses que j'aurais dû. Il n'y a pas de monde alternatif dans ma conscience quand je repense à ma grand-mère. Seulement la réalité douce amère d'avoir eu le bonheur de la voir dans ma vie et la douleur de l'avoir quittée. La mort d'Aerys dans l'original est brutale, de par son aspect inattendu, mais aussi parce que la catharsis de ce moment a été enlevée aux joueurs. Pas de scène de discours final qui permet de quitter un personnage dans la paix, pas d'au revoir, rien que la mort brutale qui frappe alors qu'on n'était pas prêt. C'était voulu par les développeurs à l'époque, sauf que ça a tellement bien fonctionné que pour certains, perdre Aerys a été vécu comme la perte d'un proche, d'une amie, d'une sœur, d'un être aimé. Dans FF7, pas de retour en arrière. Aerys était irrémédiablement perdu, et ce sentiment de perte que les anciens joueurs ont déjà expérimenté, ils ne vont pas le vivre de la même manière avec un remake. Et même les personnes n'ayant jamais joué au jeu connaissent probablement le destin d'Aerys. D'autant que la scène d'origine est tellement parfaite dans sa réalisation qu'à part faire plus beau, je suis certaine que le staff de prod du remake, quand ils ont planché sur la scène de la mort d'Aerys, ont dû se dire « Mec, comment tu veux qu'on fasse mieux que ça ? On peut pas. Il faut qu'on fasse autrement. » Comment peut-on te faire réexpérimenter ce sentiment de perte à nouveau d'une manière efficace ? En te faisant croire que tu ne vas pas perdre Aerys, en te donnant de l'espoir et en t'enlevant cet espoir à la fin. Et du coup, la connexion entre les joueurs qui se sont attachés à Aerys de manière intense et accrochés à cet espoir serait totalement dans le même vécu émotionnel que Cloud,
Et du coup, l'association entre le joueur et son avatar sera extrêmement forte, puisque le joueur va traverser exactement les mêmes revers psychologiques que le personnage qu'il contrôle. Mais ils vont aussi, je pense, nous donner cette catharsis que l'on n'a pas eue dans le jeu d'origine. À la demande de certains fans qui réclament qu'on leur rende Choupinette, désolé, mais pour moi la meilleure réponse c'est non, on ne va pas vous la rendre. Parce que d'une part, scénaristiquement les gars, ça apporte quoi ? Aerys est vivante et elle va enfin pouvoir se marier avec Cloud et avoir plein de petits Sora. Donc pour satisfaire des envies de fanfiction, ça on oublie, ça on oublie et ça on oublie. C'est ce que j'appellerais l'effet Tidus. Le retour de Tidus à la fin de FF10-2, c'est la fin fanservice. Je l'ai adorée à l'époque, évidemment. Mais elle n'apporte finalement rien, ni au scénario, ni au développement de personnages. Comment il revient, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça raconte ? Rien. C'est juste satisfaisant. C'est d'ailleurs pas pour rien que ça arrive à la fin et pas au début du jeu. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que la fin qui consiste pour Yuna à aller de l'avant et à faire son deuil est finalement beaucoup plus juste, même si elle brise mon petit cœur. Parce que dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Quand les gens nous quittent, même si on y croit très fort, ils ne reviennent pas. Oui, c'est difficile, mais il faut accepter. Et si l'on considère le jeu d'origine, tout comme sa suite Advent Children, le chemin de Cloud et par extension du joueur a toujours été l'acceptation, le deuil, le pardon, la paix intérieure. Et personnellement, je ne suis pas certaine d'apprécier qu'un jeu aussi profond et aussi juste sur le plan psychologique qu'FF7 tombe dans ce type de fanservice. Rendre Aerys à ceux qui n'ont jamais surmonté sa mort si c'est juste pour leur faire plaisir n'apporte rien pour moi, ni en termes de scénario, ni en termes de message. C'est comme faire un remake de Bambi où sa maman, elle meurt pas. Ben non, il y a tout un message, toute une évolution qui découle de la mort de la mère de Bambi. Bambi, c'est la vie. Regardez Bambi. Et j'ai une question. Est-ce que c'est juste de vouloir satisfaire des joueurs qui aiment Aerys, mais qui, s'ils aiment sa personnalité, n'aiment apparemment ni son histoire, ni son rôle dans le scénario, au point d'avoir besoin de tout changer pour être satisfait ? Est-ce que aimer Aerys, ça veut forcément dire « j'adore sa personnalité, c'est ma best, je veux pas qu'elle meure » ? Ou est-ce que ça peut aussi vouloir dire qu'on aime son écriture, sa puissance émotionnelle, son impact dans le scénario, la façon dont elle nous a fait grandir intérieurement ? La vie ne m'a pas rendu ma grand-mère, même si elle me manque beaucoup. Rien n'est éternel. Mais les gens persistent, à travers le souvenir qu'on en a, à travers l'impact qu'ils ont eu dans nos vies, à travers l'héritage que nous, êtres vivants, pouvons honorer. Et c'est ça qui crée la permanence des personnes que l'on a connues. Et je pense que c'est ça le cadeau que Square Enix va faire aux fans d'Aerys et à tous les gens qui ont été blessés par sa mort depuis 25 ans. C'est pas de leur rendre Aerys, mais de leur laisser le temps de lui dire au revoir. De lui faire vivre tout ce qu'ils auraient aimé qu'elle vive, et ce qu'elle aurait aimé vivre avant de partir. Et de laisser aux joueurs, à travers Cloud, le temps peut-être d'accepter, mais aussi de dire ce qu'il y a à dire et de se quitter dans la paix, afin que le remords et le regret ne viennent plus abîmer leurs souvenirs et que l'on y repense dans la douceur et sans amertume. Oui, vous allez perdre Aerys, encore une fois, mais on va vous aider à traverser ce moment, à guérir la blessure. Ce ne serait pas une preuve d'irrespect envers les fans pour moi, mais une preuve de respect envers l'œuvre et une vraie preuve de considération et de compassion envers les joueurs. Oui, je le dis, pour moi, Aerys doit mourir. Parce que je ne vois pas la plus-value d'un changement scénaristique qui dénaturerait l'œuvre, sa puissance émotionnelle, son message, au profit de la satisfaction facile d'une envie humaine, certes, mais superficielle de n'avoir d'un personnage que ses aspects les plus satisfaisants. Selon moi, ça ne rendrait ni service à l'œuvre, ni aux joueurs. La mort transcende le personnage d'Aerys et Aerys transcende la mort. De là est toujours venue la puissance du personnage et son impact à travers l'histoire tout entière du jeu vidéo.
Mais ce n'est que mon avis, et si vous avez une lecture différente du jeu, évidemment que j'ai hyper envie d'en savoir plus. En particulier si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et si vous y voyez une plus-value réelle ou des éléments scénaristiques de la retrilogie qui vous font penser différemment, je vous attends avec plaisir dans les commentaires. Pour ma compréhension des mondes, mes inspirations viennent de réflexions et de recherches personnelles, mais aussi de la vidéo de Cal sur une théorie de fan qui pousse l'analyse avec Yang et le Yogacara bien plus loin que je ne l'ai fait. Donc merci à eux, merci à Cal et merci à Mio qui a transmis l'information. Je vous mets le lien en description évidemment. J'ai aussi pas mal été inspirée par un live anglophone que j'ai partagé sur ma chaîne et dont je remettrai aussi le lien en description de cette vidéo. Si j'ai été amenée à utiliser des fanarts pour le montage de cette vidéo, vous en retrouverez toutes les références quand c'est possible en description également. Les vrais auront reconnu quelques extraits vidéo que j'ai glissés par-ci par-là et qui sont issus de la série abrégée des Chevaliers du Zodiaque par State Alchemist, qui est une de mes plus grandes sources d'inspiration pour la création de mes vidéos. State, je sais que t'as aucune chance d'atterrir sur cette chaîne, mais si un jour par miracle ça arrivait, je veux que tu saches que de parvenir ne serait-ce qu'à la cheville de ce que toi tu as créé, ça serait mon plus grand aboutissement en tant que youtubeuse. On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier! Je remercie infiniment Tonio-sama, la petite voix off qui m'a accompagnée pendant cette vidéo pour sa participation. Cette chaîne n'existerait pas sans tes précieux conseils et ton indéfectible soutien. Merci. Eh ben, de rien. Et merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous revoir sur d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez jamais... I'm really grateful to Aerith as a character, because she reminds us all that life can be so short and so fragile, but also so timeless and resilient. So, you might as well have fun with it, right? Thank you.